Qui est intellectuel? Est-ce cette personne dont la tête est farcie des dates historiques? Est-ce un rhéteur dont la verve oratoire captive le gens? Est-ce une personne riche en diplômes? C'est cette problématique que va devoir répondre M. Pépin Guillaume Manjolo. Bonjour M. Pépin Guillaume Manjolo. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. En plein week-end, malgré vos multiples occupations, vous êtes là? C'est une occupation aussi majeure que les restes, même principale que les restes. Parler de la question que vous venez d'évoquer, c'est une préoccupation qui doit être en première ligne, passer avant toute autre préoccupation. Ça permet de pouvoir évaluer si la société est malade ou n'est pas malade. Donc c'est la première préoccupation. Et par conséquent, ce n'est pas une occupation plutôt, c'est une préoccupation qui nécessite un sacerdoce. Alors, le livre s'intitule, mesdames et messieurs, Généalogie de l'intellectuel et commodité personnelle. À travers cette œuvre, c'est un essai. Je sens qu'il y a eu, c'est vraiment robuste pour pénétrer cet ouvrage quand il faut avoir assez de niveaux sur le plan intellectuel. Mais déjà, la première question, c'est vrai, vous vous attaquez aux intellectuels. Est-ce qu'on peut parler d'un pamphlet à l'égard de l'intellectuel congolais qui se considère comme étant, on va les considérer comme étant un usurpateur du savoir, hein? S'il faut emprunter vos termes, c'est le commerçant du savoir, hein? C'est marchand de syllabie. Non, il faut déjà faire la part des choses entre l'intellectuel et les techniciens du savoir. C'est deux choses différentes. Un technicien du savoir peut devenir intellectuel à un certain moment donné parce qu'il aura réagi en fonction d'une conscience par rapport à l'universel. Il se dit par exemple, j'ai donné l'exemple dans le livre, un scientifique qui élabore une théorie et qui met en pratique notamment par la production d'électricité avec le nucléaire, d'accord? Ce n'est pas un intellectuel, c'est un technicien du savoir. Alors, si son pays lui a commandé de pouvoir travailler sur l'uranium pour produire de l'électricité, il l'a fait. Mais si à terme, son pays détourne, ou son gouvernement détourne sa technologie pour l'appliquer aux armes, et qu'il lui fait la revendication de dire non, je suis là pour protéger l'universel, je ne peux pas concevoir que mon œuvre, qui était prévue pour pouvoir servir à la production de l'électricité au bien-être de la population, soit de tourner pour aller détruire des vies. Cet acte qui pose est un acte intellectuel. Du refus de la destination de son projet, de son travail, vers une direction qui ne répond pas à l'universel. C'est un acte intellectuel. Mais au demeurant, il n'est pas intellectuel lui personnellement. Il est d'abord technicien du savoir. Un médecin, un avocat, un chimiste, peu importe lesquels, au terme de sa formation, il est technicien du savoir. Un intellectuel a une mission totalement différente. C'est celle d'éclairer la cité sur les enjeux du moment et du futur, d'être toujours en avance par rapport aux autres, de concevoir des modèles de société, d'élaborer des théories très intelligentes, en fait, d'être dans la vérité permanente qui ne bouge pas. De la trilogie berger, prêtre, créateur. Vous me l'avez déjà sorti la fois passée à une autre émission, oui, tout à fait. Mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. C'est une démarche qui est réservée à très peu de gens. Et d'ailleurs, quelque part, dans Faust, Goethe l'a dit que ceux qui ont eu de tout temps la capacité de pouvoir aller chercher les choses, de les mettre en perspective, ont souvent été crucifiés ou brûlés. Donc, par conséquent, c'est une mission particulière qui est celle d'éclairer la cité. Parce que ce qu'on dit reste permanent, ne bouge pas. Vous savez la fameuse phrase d'Héraclite, tout passe, tout coule, attention, rien ne demeure, mais on y ajoute, si vous l'associez avec Parménide, vous y ajoutez
la raison demeure. Ce sont les gens qui travaillent sur la raison et la vérité, et par conséquent, elle demeure. La formulation de 1 plus 1 reste celle-là, peu importe ce que vous comptez pouvoir lui accoler, ça reste ça absolument au fil du temps. Jusqu'à la fin des temps, si on peut dire ça de cette façon-là. Bravo, c'est un travail différent. Mais ici, le travail que j'ai fait aussi, c'est la réponse, en partie, parce que les communautés personnelles, c'est en 2 branches, en fait, c'est 2 chapitres. Oui. Les premiers chapitres, je parle de la généalogie de l'intellectuel. Il vient d'où? Il s'est construit comment? Qui est intellectuel? Qui peut estimer être intellectuel? J'explique l'origine de l'intellectuel. Et par la suite, dans les commodités personnelles, j'attaque les livres de mon ami Freddy Mulumba. Puisqu'on a une mauvaise habitude en RDC et dans la plupart des pays africains, qui consiste à poser des critiques sur un texte de quelqu'un alors que vous n'êtes pas capable de pouvoir écrire. Il m'en souvient encore dans ce pays, le professeur Bochab avait écrit un livre sur l'inanition de la Constitution. J'ai entendu un paquet de juristes, constitutionnalistes critiquer, mais tout ce qu'ils ont fait, c'était produire quelques textes dans les journaux, 5, 6 pages, 7 pages, alors que monsieur avait fait un livre de plus ou moins 800 pages. Ce qui fait que s'il faut lui répondre, il faut faire un livre de 1100 pages au minimum. Donc en critiquant chaque page, en démontant chaque page. Cet exercice, je l'ai vu dans d'autres pays, et c'est lui qui m'a complètement bouleversé par cet exercice, c'était Nietzsche face à David Strauss dans les considérations inactuelles. Parti d'un livre de plus ou moins une centaine de pages de David Strauss sur la morale chrétienne, sur la gestion de la cité, sur la politique et tout ça, Nietzsche lui a répondu par 4 tomes des considérations inactuelles, en démontant chaque page, chaque phrase, en donnant de nouvelles perspectives. Et il avait raison. Donc je pense que c'est le modèle de l'intellectuel au sens premier du terme. Mais c'est lui qui critique dans son salon, ou qui, parce qu'il est assis sur une production d'usine, c'est-à-dire les syllabies, par exemple, ou un diplôme universitaire. Mais ce n'est pas forcément ça. Donc je suis contre cette approche-là, je suis pour la critique. Il faut d'ailleurs la susciter et la provoquer, c'est Nietzsche qui nous dit encore, que la critique c'est un signe de haute culture, il faut la rechercher, la provoquer, la convoquer même. Et vous pensez que cet intellectuel-là est mieux incarné à travers Taine, pour qui Nietzsche a beaucoup d'estime? Taine, c'est quelqu'un d'énorme. Parmi les philologues de l'époque de Nietzsche, Taine se trouve être une sommité extraordinaire. Il s'appelle d'ailleurs Rode, hein, qui méprisait un peu... Tout à fait, parce qu'il s'avère simplement que Rode, qui était quelqu'un qui était très proche de Nietzsche, qui était même l'élève de Nietzsche, et qui a été une sorte de mohican dans un environnement qui était anti-Nietzsche. Nietzsche, avant d'avoir d'ailleurs sa thèse de philosophie, je pense de philologie, est appelé à aller enseigner à Bâle. Il a encore 25 ans, parce que les gars est largement en avance. Mais ces classes ne font que 5-6 personnes maximum. Il se trouve que parmi les gens qui l'accompagnaient, il y avait Rode. Il s'est lié d'amitié avec Rode, et Rode devient le plus grand défenseur de Nietzsche à cette époque-là. Ce qui fait que les conversations de Nietzsche, ses correspondances, et tout ce qu'il reçoit comme document de ses amis avec lesquels il travaille, il met aussi à la disposition de Rode. Mais à un moment donné, ils se sont séparés. Rode était dans une ville autre que Bâle. Et Nietzsche lui avait envoyé les textes de Taine pour apprécier. Rode lui envoie une lettre lui disant que c'était infect, indigeste et tout ça. Alors ça a énervé Nietzsche qui, dans une lettre mémorable, je pense que j'ai déjà commenté cette lettre-là, écrit à Rode en lui disant qu'il avait l'attitude d'un étudiant et qu'il méconnaissait la vraie intelligence. Et ces rapports particuliers entre la nécessité de la lumière sur la cité, qui est au-delà de toute autre considération, et son comportement qui était un comportement de quelqu'un qui n'avait pas encore percé les mystères du savoir.
Donc voilà, ça c'était une illustration en fait. Et puis je veux, un intellectuel doit être à l'écart un peu de ce goût du lucre. Ben, un intellectuel n'a pas vocation à courir après le lucre. Ce n'est pas un travail pour se financer, pour mieux vivre, pour construire son existence. Ce n'est pas l'objectif. Même si c'est nécessaire pour vivre. Mais c'est-à-dire que lorsqu'on est dans cette disposition particulière, qu'on travaille pour la raison, pour la vérité, qu'on cherche la vérité juste dans les profondeurs des eaux et dans les profondeurs des âmes, si on s'est fixé pour mission de faire ça, on ne fait pas le marché, le commerce de cette mission-là. Ce n'est pas une mission lucrative. Si on peut transposer ça sur la religion, parce que c'est un autre domaine lié aux âmes, qui a été complètement modifié, Jésus ne cherche pas l'argent. Il sauve les âmes. Or, nos pasteurs cherchent l'argent. Vous voyez la mutation qu'il y a entre cette démarche christique, comment sauver les âmes, et l'actualité de sauver les âmes. Donc, dans le domaine intellectuel, c'est quasiment la même chose. La vocation d'un intellectuel, ce n'est pas celle de faire du commerce. Mais il peut avoir un outil qui intéresse les gens, ben, ils achètent, on met à sa disposition ces moyens-là, il vit avec. Mais ce n'est pas sa vocation, ce n'est pas une course effrénée pour l'argent. Il n'y a pas une démarche par rapport au lucre. Cette démarche-là n'est pas conforme au processus intellectuel. Un exemple, c'est Épicure. Épicure est meilleur et contemporain de Platon. Il est meilleur que Platon, mais de bien loin. Platon profite d'un environnement très intéressant, c'est un noble, mais qui fréquente quelqu'un de tout à fait modeste, qui est Socrate, auprès duquel il apprend beaucoup de choses, il reprend l'essentiel de ce que Socrate fait. Après, il commence à structurer tout ça parce qu'il est dans un environnement très propice. Et d'ailleurs, quand on voit la manière dont il définit dans La République, comment il conçoit les choses, tout la gestion de la cité doit être entre les mains des gens qui sont beaux, qui sont ceci, qui sont en bonne santé, tout ça. C'est-à-dire, tout est construit autour de la mise à la disposition de la noblesse, les outils de puissance pour gérer la cité. Et quand ça ne va pas, il va dans le monde de l'esprit. Le monde des idées. C'est ça, en fait, la démarche de Platon. Mais Épicure est plus pratique. La lettre à Ménécée démontre qu'il est plus pratique. Lorsqu'il lui explique que la mort n'est rien, c'est l'absence de toute souffrance, il ne faut pas avoir peur de la mort. Stoïque. Cette démarche-là épicurienne est particulière. Parce qu'on se dit, tiens, bizarrement, c'est vrai qu'il a raison, si tu as peur de la mort, on peut avoir peur de la mort. Mais quand elle arrive, on ne le sent plus. Ça ne sert à rien d'avoir peur de la mort. De la même façon, il dit que toute personne est appelée chaque jour à rechercher la sagesse pour s'améliorer. Que les jeunes gens doivent aller vers les vieux pour apprendre la sagesse. Que les anciens doivent se mettre à jour au contact des jeunes. Donc, mais en même temps, Épicure, c'était un petit enseignant de Samos. Une petite bourgade tout à fait minable. Il n'y avait pas beaucoup d'étudiants dans sa salle de classe. Et d'ailleurs, il y a un de ses disciples qui lui pose la question, mais maître, les gens ne vous suivent pas. Mais finalement, vous écrivez, vous composez tout ça pour qui? Et il dit, j'écris pour un petit nombre. Si je n'arrive pas à trouver ce petit nombre, j'écris pour moi-même, pour me rendre plus sage encore. Ce qui fait qu'à sa mort, on découvre dans son jardin 300 ouvrages. 300 ouvrages qui cachaient. Donc l'idée de faire le commerce avec sa production n'existait pas chez lui. Ça, c'est le prototype de l'intellectuel de la première heure. De la même façon, nos intellectuels à nous, nos sages dans nos villages, ils ne font qu'un marché. Vous allez voir dans tous nos villages, les sages sont là, par empirisme, par connaissance des choses depuis très longtemps, et éventuellement par
une relation avec la nature et les hommes, des longues dates, une capacité d'appréhender ce qu'il faut faire et ne pas faire dans une société, qui fait que quand vous allez chercher conseil chez les sages, ils vous écoutent. Et très souvent, il vous dit, allez dormir, on parlera de ça demain. Il prend le temps d'aller réfléchir, et au matin, il vous rappelle, ou au soir, il vous rappelle, vous commencez à discuter, il dit, voilà, hier, vous m'avez parlé de ces sites, c'est là et tout ça. Je pense qu'il faudrait procéder de cette façon ou de telle autre façon. Ce sont les deux façons, chez nous, qui permettent de pouvoir arriver à bon port. Il n'y a pas de juste milieu. Ces sages-là ne font pas le commerce. Vous n'apprendrez jamais dans un de nos villages qu'il y a quelqu'un qui donne des conseils moyennant finance. Ça n'existe pas. Donc le côté lucratif est quasiment inexistant dans ce monde-là. Mais c'est vrai qu'avec l'avènement des nouvelles cités, de la nouvelle organisation, de l'imprimerie et de la célébrité éventuellement, je ne suis pas contre qu'effectivement mon livre se vende par millions d'exemplaires, tout ça, que je puisse mettre un peu mieux ma situation. Mais je vois la manière dont vit Kamana, par exemple. Kamana vit dans une, pas précarité, mais dans une situation tout à fait modeste. Il n'a pas grand-chose, mais il continue à travailler. Il produit énormément, il enseigne presque gratuitement. C'est un intellectuel. Donc, à ne pas confondre avec les professeurs d'université qui sont techniciens du savoir et Kamana, l'intellectuel. Donc, ce sont les deux éléments qu'il faut absolument... Alors, avant qu'on aborde votre critique sur l'œuvre de professeur Fedi Mulumba, j'enseigne, donc je suis... Vous inspirez un peu de cette formule cartésienne cogito ergo sum, oui. Mais il faut dire que vous êtes nietzschéen, moi je suis freudien. Ouais. C'est-à-dire, on dirait que Nietzsche emprunte la même voie que Freud. Quand on dit cogito ergo sum, je ne vais pas me limiter au niveau superficiel, il faut aller en profondeur de choses pour découvrir la vérité, d'où la partie consacrée à un iceberg qui est l'inconscient. Bon, il y a une correction déjà à avoir sur la relation Nietzsche et Freud déjà. Ce n'est pas Nietzsche qui emprunte à Freud, c'est Freud qui emprunte à Nietzsche. Donc Nietzsche n'a pas emprunté à quelqu'un qui est en train de vouloir créer une discipline qui n'existait pas. Nietzsche est philologue, il est philosophe, il est très littéraire et il est en même temps pratique. C'est les philosophes les plus pratiques depuis je dirais, des millénaires. Parce que si on regarde, on lit bien les textes de Nietzsche, il parle de l'Europe avant l'Europe, de la circulation au niveau de l'Europe, de la monnaie unique, du peuple européen. Lorsqu'il parle des Taine, du savoir français qui est en train de supplanter les savoirs allemands, que le français est plus profond, que l'allemand qui est superficiel, lorsqu'il attaque, dans les cas Wagner, il attaque Wagner, et qui fait la promotion des Bizet, notamment dans Carmen, il explique la culture occidentale, la culture européenne, lorsqu'il met en exergue son côté slave, ses origines slaves, qu'il ne connaissait pas très bien, mais en même temps qu'il soutient absolument parce qu'il veut une sorte d'une corporéité européenne. Il est largement en avance. Donc on ne peut pas comparer Freud à Nietzsche, non, c'est pas comparable. Freud, je suis désolé, c'est une escroquerie aujourd'hui dénoncée par beaucoup. Il n'y a qu'à lire les livres de Onfray qui a fait un travail mémorable, très fouillé, documenté, très documenté, les crépuscules d'une idole, en parlant de Freud. C'est plus ou moins 800, 900 pages. Bon, les gens n'ont pas la patience de lire jusqu'au bout, puisqu'il faut toujours aller jusqu'au bout, comprendre. Et vous l'avez lu? Bien sûr, je l'ai lu, j'ai lu entièrement lu. Et il m'a convaincu parce qu'effectivement, je me posais la question sur Freud, et à sa suite sur Lacan et sur les autres. Mais j'aimerais que vous ressortissiez la corrélation qui existe entre les deux. Non. Lorsqu'on reproche à Freud, par exemple, de dire que il a puisé dans le texte de Nietzsche un certain nombre d'éléments qui fondent sa recherche des réparations des âmes. La psychanalyse. Freud répond ceci, que ça doit probablement être la cryptomnésie. C'est un terme particulier qui veut dire ceci. Qu'à un moment donné de l'existence, deux personnes à deux endroits donnés peuvent avoir la même recherche, les mêmes sujets, au même moment et les sortir en même temps. Ce qui est faux en ce qui les concerne.
Parce qu'au lieu de dire que dans son texte, il a fait référence à Nietzsche, il refuse de le dire. Il dit non, non, il s'agit de la cryptomnésie. Il s'agit d'une démarche intellectuelle personnelle qui m'a donné l'opportunité d'aller chercher, alors que lui faisait le même travail de son côté. Faux. Parce qu'on découvre qu'il y avait des correspondances d'un de ses amis français qui était à Marseille, qui lui écrivait des textes sur Nietzsche tout en incorporant les mots psychanalyse. Et comme monsieur est dans un environnement très bourgeois, très fort, avec beaucoup de moyens, et quand il ouvre son cabinet, il commence à recevoir des célébrités, donc on n'écoute pas les petits. Vous savez, on a eu une histoire ici en RDC avec la découverte du sida. Les profs Loum et sa bande. Mais les Français ont récupéré ça. Ils sont plus forts, plus riches, plus de moyens. Personne ne peut croire qu'un petit laboratoire de l'UNIKI n'aurait permis de pouvoir chercher ça. Donc on s'en fout. C'est la France qui a récupéré ça, prix Nobel et tout le reste. On le sait. Aujourd'hui, on sait que quelqu'un comme Muyembe a découvert les vaccins, a créé quasiment les vaccins contre l'Ebola. Mais est-ce qu'on en fait grand cas? Non. Quelqu'un d'autre va ressortir la même étude quelque part en disant voilà, j'ai trouvé aussi les bons vaccins améliorés contre l'Ebola, on va lui accorder un prix Nobel. Ah, on parle là de la cryptomnésie. Donc, je vous dis, voilà, essayez de revoir vos cours en ce qui concerne Freud. Il faut aller plus loin toujours. Merci. Alors, toujours cette démarche nietzschéenne, comme votre maître d'ailleurs, vous détruisez, vous reconstruisez. En parlant justement de cet ouvrage de Freddy Moulumba, Réflexion sur les responsabilités intellectuelles, hein, quand il dit qu'il faudrait remplacer les pseudo-intellectuels par ceux qui sont couronnés par la lumière. Oui. Notamment Kamana, Moudimbe, Yves, tout ça. Mais bien sûr, c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre l'usine et la réflexion. Ce qu'on appelle l'usine dans ces textes, les usiniers, c'est l'université. Chaque année, on nous déverse des licenciés qui se disent tous intellectuels. Et quand vous inventoriez un peu tous nos licenciés, 90% ne sont pas en mesure d'écrire 2 paragraphes correctement. 2 paragraphes. 95% n'ont pas été en mesure de lire un livre entièrement pendant toute leur formation. 90% ont passé leur temps à pouvoir ingurgiter les syllabus et les régurgiter pour avoir des points. De toute façon, le système est connu. Vous achetez un syllabus, vous avez la moitié des points. Le fait d'acheter un syllabus, acheter. Donc vous n'avez fait aucun effort intellectuel, votre effort est matériel. L'effort lucratif, donc de votre poche, vous sortez vos 20 $, vous achetez un syllabus, les profs vous collent déjà 10 points ou 8 points. Maintenant, il vous reste juste un petit gap pour passer l'année avec votre capacité à faire le perroquet, à faire la récitation. Quand vous récitez, très bien. Et puis il y a aussi cette histoire de perte des cotes. C'est-à-dire que c'est le seul pays au monde où on vous dit à l'université, ils ont perdu des cotes. Ah bon? Ben non, les profs ont perdu tout, il faut aller négocier, tout ça. Donc chaque fin d'année, il y a cette gymnastique et ce sport extraordinaire. Alors, au terme de tout ça, ils passent à la télévision, ils deviennent des députés nationaux, ils sont ministres, ils ont beaucoup de choses, ils sont intellectuels, et ils moulinent sans cesse sur le propos intellectuel, alors qu'ils ne l'ont jamais été. Vous savez, la difficulté qu'il y a, que certaines personnes, ou la majorité des gens, ont à parcourir un livre de 50 pages. Si vous lui imposez 100 pages, il tombe malade. Alors, dites-vous bien que pour chaque année, vous êtes censé, quand vous êtes à l'université, lire au moins une trentaine, une quarantaine d'ouvrages par rapport aux cours, par rapport à vos recherches. Mais à cela, il faut ajouter aussi votre propre plaisir. Il y a Foire du livre, les domaines que vous aimez. Vous apprenez, maintenant on a fait des raccourcis sur Internet, voilà, je lis sur Internet, je prends l'information, il ponctionne. Et la fameuse théorie que je développe dans un des textes sur ce qu'a dit l'autre sur la Terre qui tourne. Copernic?
Non, non, Copernic Galilée. avait lancé l'idée, c'est Galilée qui a... Les études ont été faites par Copernic, et sur base des études de Copernic, Galilée a dit qu'effectivement, ces études-là permettent de pouvoir assurer qu'effectivement la Terre tourne. Maintenant, il fallait voir les travaux de Newton pour faire la corrélation entre l'attraction et tout ça. Voilà, la pomme qui tombe, c'est l'attraction et tout. Voilà. Voyez-vous, vous avez 3. Ce qui fait qu'il faut prendre la peine de lire et Copernic, et Newton, et Galilée. C'est basique. Bien. Maintenant, si vous prenez les livres de Galilée qui vous expliquent que la Terre est ronde et qu'elle tourne. Quand vous entrez dans les livres, on commence par dire, depuis la nuit des temps, la Terre a toujours été plate. Mais qu'est-ce qu'elle est plate? On court, on marche, on tombe, on se relève, tout ça. Mais pendant plus ou moins 50 à 100 pages, il n'est pas que du côté plat de la Terre. Alors, vous sortez de ces livres-là au bout des 30 pages, pour vous la Terre est plate. Mais quand il arrive au 2e, 3e chapitre, il commence à travailler, à présenter les travaux de Copernic. Il dit, mais selon les études de Copernic, il savait qu'elle n'est pas plate, mais elle est ronde. Pourquoi? Il explique. Ces mouvements, rotation et tout ça, translation, il explique. Beaucoup plus loin, pourquoi est-ce qu'on ne tombe pas dans les vides? Newton a dit ça. Donc à la fin du livre, vous découvrez qu'effectivement, la Terre est ronde et elle tourne autour du Soleil. Mais si vous êtes limité aux 30 premières pages, vous repartez avec l'idée selon laquelle la Terre est plate. Et vous allez vous battre sur tous les plateaux de télévision en disant « Elle est plate, j'ai lu ». Allez toujours au bout des livres pour vous assurer qu'effectivement vous avez compris de quoi il s'agit. Très souvent, on a une thèse lorsqu'on entame un texte et on contredit cette thèse, on fait la démonstration que cette thèse est fausse. Voilà, au terme des recherches, ce qui ressort. Alors, dites-moi si vous connaissez beaucoup des jeunes gens et des anciens d'ailleurs qui ont des grandes bibliothèques, quand vous regardez, vous voyez les livres qui sont là, mais aucun livre n'a été annoté, tout est neuf. Ils sont les premiers à aller dans les vernissages d'acheter les livres, les 500-600 pages, mais quand vous arrivez, c'est très bien classé, mais ils n'ont jamais touché à ces livres-là. C'est juste la parade. Et quelque part, vous êtes aussi contre Moulumba quand il dit qu'ils ont l'intellectuel, les politiques. Ils dépendent plus de l'extérieur, tout ça, et vous dites que ça ne dépend pas d'eux. Oui, mais nous avons été dans une servitude forcée avec l'esclavage, la colonisation. Mais lorsqu'on rentre dans l'indépendance, on a difficile à se décoloniser sur le plan mental. Nous sommes restés dans la servitude maintenant volontaire. Ce qui est sanctionné positivement par l'extérieur, c'est ce qui est pris en compte. Lorsqu'on a un problème, on court vers les ambassades. Lorsqu'on a besoin de pouvoir construire une activité localement ici, il faut courir à l'extérieur. C'est vrai aussi que l'organisation sociale de nos gouvernements successifs n'a pas permis de prendre en charge certaines choses. Mais un intellectuel doit contredire ça, doit agir selon sa liberté propre et non en fonction de la conjoncture. C'est ça la différence. Il est dans la révolution par rapport à l'universel, par rapport à sa liberté personnelle, par rapport à son autorité sur soi, sur son pays. La soumission à autrui vous retire déjà cet élément d'intellectuel. Et surtout lorsqu'on travaille, parce que l'intellectuel travaille sur l'art majeur, c'est le premier art, c'est la pensée, hein, qui n'est pas faite pour tout le monde. Hein, il faut vraiment... Tout le monde peut parler, mais tout le monde ne peut pas penser. Tout le monde peut écrire, mais tout le monde... La pensée est réservée à un tout petit nombre d'élus. Très petit nombre. Dont vous. Moi, je n'ai pas de prétention personnelle. Je ne peux pas les déclarer. Il appartient à Kamana. Ce que vous lisez de Kamana, vous a lu et il a Kamana préface tous mes livres. Cela, oui. Kamana, Moudimbe, Lengal, toutes les célébrités qui ont été confirmées dans ce domaine-là, de décréter qu'effectivement je peux l'être ou ne pas l'être. Moi, tout seul, dans mon petit coin, c'est une arrogance qui n'a aucun intérêt. Il appartient à ceux qui me lisent, ceux qui sont tellement outillés, qui ont passé toute leur existence à concevoir des procédures sur papier, à organiser comment transmettre, comment éclairer la cité avec des phares beaucoup plus intéressants. Ce sont ceux-là qui peuvent juger, évaluer. Je ne suis pas à la hauteur, moi, de dire moi, non. C'était une arrogance basse, même une fatuité qui n'a aucun intérêt.
Un intellectuel est en quête d'une vérité ou de la vérité? De la vérité, pas d'une vérité. C'est quoi la vérité pour vous? La vérité, c'est tout ce qui est raisonnable, qui n'appelle pas la moindre discussion, ça a été établi. C'est ça la vérité. La vérité, c'est... Elle n'est pas relative. Non, elle ne peut pas être relative. Elle est absolue. Et là-dessus, il y a Jack London qui dit ça à sa fille, quand on lui écrit une lettre à Joanne, dans « Je suis fait ainsi », il lui dit, parce qu'il était en séparation avec sa femme et que la fille écoutait beaucoup sa mère, elle avait 9 ans. Il dit « Tu es encore trop jeune pour écouter les sornettes des vieilles dames en perdition. Retiens ceci, il n'y a rien au-dessus et en dessous de la vérité. La vérité est absolue. Dès qu'elle est établie, il n'y a rien au-dessus et en dessous de la vérité. » C'est hyper profond pour ceux qui sont un peu outillés à accéder à ce type de littérature, parce que c'est très philosophique et c'est très profond. Rien en dessous et au-dessus de la vérité. Elle est absolue, elle ne bouge pas. Comment l'expliciter pour permettre la compréhension? C'est-à-dire que cet outil, il faut transposer ça sur la raison pour avoir la maîtrise. Ce qui est raisonnable, c'est ce qui, peu importe la déconstruction à la Derrida, à l'endroit ou à l'envers, ça revient toujours, ça se repose sur ses pattes, ça ne bouge pas. C'est ça la vérité. Tu peux faire ce que tu veux, elle est toujours celle-là, elle n'est pas autre. Il s'avère que José est un homme. On peut vous faire 1000 opérations pour devenir une femme, vous serez toujours un homme. Pour avoir l'apparence féminine, de toute beauté, machin, tout ça, vous ne concevrez jamais. Parce que vous êtes un homme. Vous avez modifié votre vérité vers d'autres choses farfelues, mais vous restez un homme. C'est une vérité absolue, au-dessus de laquelle et en dessous de laquelle rien ne peut bouger. Voilà, ça c'est une vérité, et par conséquent, il faut l'intégrer en tant que tel. Dieu aussi est une vérité, et la vérité. Dieu est la vérité pour les croyants. Moi, je suis croyant, pour moi, Dieu est la vérité. Mais non, c'est une vérité tout à fait particulière parce que c'est une vérité dogmatique. Que refute Nietzsche. Oui, mais ça, c'est son droit de réfuter. Ça, c'est son droit de réfuter. Il estime que tout ce qui n'est pas palpable, il est dit, il n'est pas seul, ils sont nombreux. Tous ceux qui sont athées, il devient athée par la suite parce que c'est un chrétien à la base. C'est un fils des pasteurs. Mais après, il devient athée. Il part du principe que tout ce qui n'est pas palpable, tout ce qui est de l'ordre de l'esprit, des idées, tout ça, dont on ne maîtrise pas la portée, à qui on confie nos destins sans pour autant en avoir la maîtrise, mais tout ça n'a aucun sens. Donc moi, je suis pour les choses palpables, que je touche, que je vois, qui m'organisent. C'est pour ça qu'il est contre la morale, c'est pourquoi il écrit l'Antéchrist. C'est dans ce sens-là. Voyez-vous, donc, bon, c'est vrai que nous sommes dans un pays où ces choses-là ne sont pas vraiment apportées sur la place publique. C'est très sensible en termes d'approche. Mais en même temps, nous sommes dans un pays qui est spécialisé pour faire le commerce de Jésus. C'est très bien, Jésus, d'accord, on est pour Dieu, la vérité de Dieu, mais en même temps, le comportement n'est pas déiste. Le comportement n'est pas chrétien, il est même antéchrist. Regardez nos églises demain, ça sera l'église, mais ça sera complètement antéchrist. Parce que tout ce qui s'y passe est contre les Christ. Vous ne trouvez aucun acte christique dans l'église chrétienne aujourd'hui en RDC. Il n'y a pas d'acte christique. Il y a les bénéfices christiques. On y va pour aller déverser ses soucis, faire le commerce avec Dieu, pour l'essentiel. Je vais voir Dieu, je vais prier, les supplier pour qu'il me donne ça. Donc en contrepartie de mes prières, j'attends ceci. C'était marché. Est-ce qu'il y a des sacrifices sans pour autant attendre quelque chose de Dieu? Juste les remercier sans rien faire. Est-ce qu'on y pense? Non. On y va pour les mariages, on y va pour la fortune, on y va pour les examens. Un gars n'a jamais étudié dans sa classe, mais les gars vont prier pour réussir. Donc c'est un Dieu pour les gens qui font rien, qui doivent bénéficier des facilités, mais bon, sans rien faire. Donc tu es, depuis toute ta scolarité, tu triches à gauche, à droite, mais toi-même, aucun effort. Devant le monde document, tu transpires et tu dors. Mais tu vas à l'église pour solliciter que Dieu intervienne. Qu'il fasse trembler la main du professeur pour mettre des points différemment de ce que tu as écrit. Attends, vous imaginez un peu le niveau qui est le nôtre aujourd'hui? L'église, c'est le lieu du commerce avec Dieu. Aujourd'hui, l'église est devenue le lieu du commerce avec Dieu. Et en plus, vous avez des pasteurs qui vous disent, ici dans mon église, dès que vous y entrez, vous sortez avec la fortune. Dès que vous y entrez, vous sortez avec un mariage. Dès que vous y entrez... Donc, toutes les réussites sont dans son église.
Et il en fait parade, il en fait commerce, et en plus il en fait publicité. Et on vous dit, voilà, dans cette église, il faut, si vous y allez. Non, non, non. Et ma copine, telle, Caroline est partie là-bas, même pas un mois, elle est mariée. Telle, il travaille tout de suite. Alors que c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Ce n'est pas comme ça. La foi peut sauver. Mais la foi dans le matériel et dans les bien-être personnels, en échange de la prière à Dieu, ce n'est pas la foi, malheureusement. Alors, on va qu'on accorde la parole aux étudiants hein, qui sont ici. Ce ne sont pas tous étudiants. Hein, non, non, ce ne sont pas des étudiants, ce sont des jeunes qui ont lu. Il y a des jeunes, des moins jeunes, des gens qui aiment la littérature, qui ont lu, qui aiment bien, qui n'aiment pas aussi, parce que ça existe. Alors, j'aimerais poser une dernière question. Quel message lancez-vous aux politiques et à l'intellectuel congolais ou aux techniciens scientifiques, hein, si on peut, techniciens du savoir? Non, mais je n'ai pas de message à lancer à qui que ce soit. D'abord, pas aux politiques, il y a une catégorie politique à laquelle il faut... Non, non, ça n'a aucun intérêt. Moi, j'écris un texte, c'est une réflexion soutenue, accompagnée par Kamana notamment. Vous pensez qu'ils vont vous lire? Ou ils vous lisent déjà? Il y a ceux qui vous lisent? Il y a qui me lisent, qui sont très très peu, mais qui lisent, qui aiment ce que j'ai fait, qui découvrent énormément des choses dedans. Il y en a qui n'aiment pas du tout, c'est leur droit. Il y en a qui sont très critiques sans avoir lu. Parce que j'ai vu des critiques sur Internet par rapport à un passage. J'étais chez Zaïnda, j'ai commencé la définition de l'intellectuel. Il y a une femme qui a posté ça. Et les gens se sont lancés alors. Oui, ça ne veut rien dire. Est-ce que les gens qui font l'oralité, tout ça, est-ce qu'ils ne sont pas des intellectuels? Il a fermé la définition et tout. Mais de tous ces gens-là, non seulement ils n'ont pas regardé la vidéo de bout en bout, 50 minutes, mais en plus ils n'ont pas lu le livre, dont ils critiquent sur base d'un prélèvement sur une question posée, une réponse donnée, ce qui est complètement malheureux. Bon, au terme de ça, sincèrement, donc ça ne sert à rien. Je pense qu'il faut d'abord lire le livre entièrement, déterminer, l'évaluer, comparer avec ce qu'on sait soi-même, avec d'autres lectures, et puis venir débattre, dire voilà, j'ai lu votre livre, j'ai comparé avec tel, tel et tout ça, j'estime que là, vous n'avez pas raison, tout ça. Très bien, ici, il y a des aspects sur lesquels je n'ai pas suffisamment travaillé, qui sont relevés, et puis bon, j'ai consenti à pouvoir faire un travail là-dessus, qui voilà, prochainement, je vais intégrer dans un autre texte en corrigeant éventuellement. Parce que, comme dit Nietzsche encore, la critique est un signe des hautes cultures, des très hautes cultures. Un homme supérieur la recherche et même la convoque à soi. Et par contre, je suis ouvert à la critique. Mais une vraie critique, pas une critique des Wenge. Ça, c'est pas une critique. Une polémique comme j'entends ici et là, les gens qui ont à peine appris à écrire, qui commencent maintenant à se lancer en disant voilà, j'ai des choses à dire, tout, ben, bon, dites-le. Mais il faut choisir la langue dans laquelle vous voulez le dire. Bon, c'est pas toujours évident. Alors on va passer aux questions. Déjà Non. Je suis Kaputa Kantukanjila Rugen, chercheur en droit. Je suis intéressé par la réflexion que vous expliquez aujourd'hui, parce que vous dites que l'intellectuel, c'est d'abord ce technicien scientifique. Ça veut dire que pour devenir intellectuel, il faut au départ être technicien scientifique, et que cette technique scientifique, dans notre système, nous l'apprenons à l'école, dans les universités. Vous vous attaquez directement au système éducatif, au système qui s'installe dans notre pays. Je voudrais qu'on transpose votre réflexion, ou alors qu'on essaie de la matérialiser dans notre système d'éducation, qui est aujourd'hui décrié par tous. Est-ce qu'il n'y a pas lieu qu'on puisse voir dans quelle mesure, ou alors que vous puissiez voir, parce que vous êtes dans cette réflexion il y a un bout de temps, essayez de voir dans quelle manière vous pouvez proposer des modifications à notre système d'enseignement. Très bien. Déjà, vous avez une présentation assez intéressante. C'est très bien. On voit déjà que vous êtes intéressé par ces domaines de la pensée. Mais ce n'est pas la procédure de l'intellectuel. En fait, ce que je dénonce, c'est qu'au terme de la formation universitaire, on n'est pas intellectuel obligatoirement. On peut ne pas l'être. Du fait d'être enseignant à l'université ne fait pas de vous intellectuel. Mais on peut l'être.
Je prends quelqu'un comme Onfray qui au départ est enseignant au lycée, il enseigne la philosophie, après avoir fait sa thèse doctorale. Lorsqu'il se retire de l'enseignement, il commence à travailler sur l'analyse de la cité, en allant chercher les matériaux anciens, nouveaux et contemporains, qui donnent des pistes de solutions dans son hédonisme, dans un certain nombre de choses et tout ça, et qui prend position pour orienter la cité, il devient intellectuel. Il est maintenant dans les travaux intellectuels. Ça, c'est un élément. Maintenant, comment parfaire notre système d'enseignement? Je l'ai dit dans L'homme et la structure, si vous avez ces livres-là, c'est une sorte de programme de comment améliorer les systèmes. On ne peut pas concevoir une université sans bibliothèque. Ce n'est pas une université. Ce n'est pas une université. Une université, c'est-à-dire qu'on vous donne le schéma des réflexions, mais vous allez chercher les outils pour appliquer ces schémas de réflexion. Ce n'est pas dans le syllabus que vous allez trouver ça, c'est par vous-même. Votre capacité d'appréhender la vérité à travers plusieurs textes, de l'asseoir, non seulement de la maîtriser soi, mais aussi de proposer la vôtre au fur et à mesure que vous avancez. Maintenant, si vous êtes tellement bon et si la pensée vous emporte, s'il y a une flamme en vous qui vous permet de pouvoir aller beaucoup plus loin, vous serez en ce moment-là en mesure de produire vous-même. Là, vous passez du monde du technicien du savoir vers le monde du producteur du savoir et de la vérité. C'est ça la démarche, mais ça démontre quand même. Et puis, il y a surtout la maison. La maison est vraiment la fabrique de l'intellectuel. C'est là où on construit l'intellectuel. Une maison sans livre, ce n'est pas une maison. Ça ne peut pas construire un intellectuel. Parce que c'est là-dedans que se trouve la vérité. Il faut aller la chercher chaque matin, chaque soir. On se lève avec un livre, on dort avec un autre livre. Faites cet exercice pendant au moins 1 an, vous verrez que vous êtes quelqu'un d'autre, un homme nouveau. Quand les gens parlent, ils crient, vous rigolez. Vous découvrez la faiblesse humaine, la bêtise humaine, la bassesse humaine. Quand les gens courent après la corruption parce qu'ils veulent être dans un environnement où ils doivent exister, ça vous fait rire. Vous voyez la faiblesse méphistophélique. Mais ces choses-là, c'est dans les livres qu'on le découvre. Vous imaginez que depuis la nuit des temps, il y a des gens qui écrivent. Depuis la Syrie, depuis l'Égypte antique, les gens écrivent et laissent. Depuis Shango, 20 000 ans, les gens ont laissé des traces. 20 000 ans en RDC, 20 000 ans. Les traces mathématiques sont là. Ils ont travaillé pour ça. Et alors, nous sommes dans une période où on a accès à tout ça, on ne fait rien. Donc je pense qu'il y a cette addition. Famille, école recherche et soi-même. Et soi-même. Mais je présente ça dans L'homme et la structure. Le texte est disponible, donc vous pouvez lire, vous verrez très bien. D'ailleurs, ce que j'ai proposé au gouvernement, je ne voulais pas en parler, mais au gouvernement, j'ai proposé une piste de solution sur ça. Je tire ça de mon livre. La promotion de l'intelligence pour la transformation de matières premières. C'est dans mon texte. Okay. J'ai écrit, j'ai parlé de ça. Aujourd'hui, ça devient un programme du gouvernement. Parce que je dis que c'était une des solutions. Donc, vous avez pleinement raison d'évoquer ça. Je l'ai écrit, je l'ai pensé. Aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité. Si j'avais donné ça à quelqu'un d'autre, ça aurait été difficile, mais j'ai pu convaincre mes collègues de faire passer cette décision-là. Elle est passée maintenant dans la mise en œuvre. Bon, si la Providence organise qu'ils soient encore là, on la mettra en œuvre. Si ce n'est pas moi, j'espère que d'autres mettront en œuvre et qui m'appelleront pour dire voilà, comme c'est vous qui avez été le concepteur, bon, aidez-nous à mettre ça en œuvre en tant que technicien de ce domaine-là. Je pourrais l'aider. Mais bon, vous savez, l'arrogance chez nous, la fatuité absolue, celui qui est là, c'est tout, peut aussi peser énormément. Je suis Anne Kanza, je suis enseignante. C'est mon titre le plus beau. Je voudrais savoir, je m'adresse à l'auteur bien sûr, que faire face à ce cataclysme qu'on ne voit pas toujours, mais qui est bel et bien là, causé par la perception du mot intellectuel.
c'est une terminologie qui, à mon avis, est à la base d'énormément d'écarts, de perdition. Le mot est peut-être fort, mais je l'emploie. Que faire face à cette situation qui perdure et contre lequel pratiquement personne ne se lève? Bien, non, votre perception est juste. La perdition, ce n'est pas un mot assez fort. Je pense même que c'est encore très léger. C'est une catastrophe en fait. C'est un nivellement vers les bas depuis très longtemps. Je pense que les intellectuels devraient prendre leur possession de l'espace public. Première chose, c'est ça. C'est-à-dire que si vous avez les Kamana Lengal qui reviennent, bon, Moudimbe a déjà abandonné, il est retraité, il est aux États-Unis, il a fait ses enseignements, il a pris sa retraite, il est dans un monastère. Il y a encore des Kamana qui sont ici, à Kinshasa, enfin en RDC, il est à Goma, il enseigne là-bas. De temps en temps, il enseigne aussi au Congo central. Ngal est à Paris, mais il y a d'autres intellectuels, donc le producteur du savoir et de la lumière pour la cité, qui existent, qui sont là. Ils doivent prendre possession de l'espace public sans égard. Faire taire ceux qui ne le sont pas. Comme la plupart de ces gens-là, puisque bon, la seule frayeur qu'on a dans ce pays, c'est face à un prof d'université. Intellectuel ou pas intellectuel. Si on a l'opportunité d'avoir un prof d'université et à la fois intellectuel, non seulement il a ces magistères-là et c'est l'autorité absolue de dire ça c'est pas intellectuel, ça c'est pas un intellectuel, et ben, on l'écouterait un peu plus. Et par conséquent, il faut que la place publique soit colonisée ou récolonisée par les vrais intellectuels qui prennent possession des chaînes de télévision. Qu'on ait aussi des émissions qui soient de nature à donner de la valeur à ces gens-là. J'avais pensé à quelque chose pour vraiment une solution pratique et directe. Un prix littéraire le plus élevé possible, chaque année ou tous les 2 ans. Qu'on donnerait à un intellectuel par rapport soit à l'ensemble de son ouvrage ou de ses œuvres, ou par rapport à une œuvre particulière qui aurait l'impact sur la cité. Imaginez-vous un seul instant, je l'ai dit dans un des textes, les prix Ishango, $1 million à Kamana sur un texte comme l'imaginaire. Le jour d'après, tous les enfants souhaiteront aller lire ces livres-là, commenceront à apprendre c'est quoi être intellectuel, vont se dissocier de tous ces troubadours, tous ces folkloriques, ces traîne-patins, ces clowns qui traînent sur les chaînes de télévision, qui se prévalent d'être intellectuels. Il faut l'électrochoc de cette nature-là. Il en faut absolument. Donc, j'ai parlé avec mon ami qui est ministre de la culture. Il faut un mécanisme particulier avec les partenaires, genre tous ces brasseurs qui polluent le cerveau des jeunes gens peuvent aussi participer à mettre des moyens pour permettre à ce que la promotion du savoir soit un outil essentiel aussi à leur marketing. Alors en ce moment-là, on passera à autre chose. Donc votre enfant qui est à la maison, qui voit qu'effectivement, il y a un monsieur qui a écrit un livre qui a touché $1 million. Mais moi, je dois écrire aussi un livre. Alors oui, écoutez, c'est pas facile. Il y a un processus. Il faut d'abord lire. Beaucoup lire. Lire énormément. Et il faut être bon à l'école. Il faut travailler sur un sujet. Il faut trouver une vérité. Vous ne pouvez accéder à ces $1 millions quand vous aurez trouvé une vérité qui fait partie de la grande vérité pour le bénéfice de la cité. Alors en ce moment-là, on passe dans un autre monde. D'ailleurs, beaucoup n'iront plus en politique, seraient concentrés pour aller chercher cette vérité, chacun avec sa lampe. Nous cherchons la vérité congolaise, elle est où? Ça serait très bien, effectivement. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'on peut devoir avancer.
il faut l'électrochoc. Mais comme notre monde est ultra mercantile, $1 million peut modifier beaucoup. Toutes les chaînes de télévision, toutes les radios vont se mettre à parler de ces messieurs-là pendant toute l'année. Et chaque sortie qu'il fera, il y aura les Chegué, il y aura tout le monde derrière lui, pas parce qu'il est beau, pas parce qu'il va vous donner de l'argent, parce qu'il a produit quelque chose et que la communauté lui a reconnu ce savoir-là et lui a délivré un certificat confirmant son savoir à hauteur d'$1 million. Voilà quelque chose d'énorme. Il suffit qu'une société le veuille, ça se fera. Parce que je n'ai jamais vu un ministre français dire « je suis intellectuel », un député dire « non ». On laisse la place aux intellectuels parler. Quand ils passent, ils s'installent, ils parlent. On le sent. Et à chaque rentrée littéraire, tu apprends que Onfray a vendu 5-6 millions de livres. Ça lui ramène autant. Et Grasset, donc l'éditeur, lui propose déjà pour les livres prochains, tiens, prends déjà 1 million, s'il te plaît, écris. 1 million. Mais nous, on doit cravacher pour trouver un éditeur qu'on doit payer pour sortir un petit livre, tout ça, et qui ne sera même pas vendu. Donc, parce qu'on n'est pas dans le domaine mercantile ou du commerce, c'est très bien. Mais en même temps, par rapport à l'attraction du domaine, par rapport à la mutation de la cité, il est nécessaire, puisque la cité est formatée sur l'argent, il est nécessaire d'avoir un impact financier énorme, de sorte à ce que les gens soient attirés de ce côté-là, qu'ils puissent l'accorder l'importance. Merci beaucoup pour l'octroi du verbe. Moi, c'est étudiant Étienne Komou, étudiant à la faculté de droit Inikin. Oui, son excellence, ma question était celle de savoir. Nous constatons la situation actuelle du pays n'est pas assez bonne, on doit se le dire. Mais, monsieur le ministre, sur les comptes Twitter, sur la manière de faire, il est beaucoup plus scientifique que politique. Alors nous, on se pose la question, si la situation actuelle du pays ne vous intéresse pas, ou qu'est-ce que vous préparez? Parce que c'est presque tout le monde, tout acteur politique, qui donne son point de vue sur cette situation. Mais monsieur le ministre n'est pas, on peut dire, n'est pas intéressé à cette situation du pays. C'était ça notre question. Merci beaucoup. Merci. Il y a plusieurs comptes Twitter. Il y a un compte Twitter des activités politiques du ministère où s'expriment les actions politiques. Et puis, il y a un compte Twitter qui est le mien, qui est porté spécifiquement sur ma production intellectuelle. Donc, si vous êtes sur mon compte lié à mes activités professionnelles dans le domaine du savoir et de la pensée, mais c'est comme si vous allez voir un match de football après avoir vu le match de basket. Ce n'est pas le même terrain de jeu, ce n'est pas la même activité. J'ai fait la scission totale entre la production intellectuelle, puisque je ne fais que des aphorismes, ce sont des fulgurances qui sont liées à des moments précis. Mais il arrive aussi que si vous y accordez un peu plus d'importance et d'intérêt, si vous avez la capacité d'analyser en profondeur, vous allez découvrir que dans ce que j'ai dit là, il y a une petite analyse de la situation, mais simplement de manière détachée, sans prendre parti. C'est là la puissance de la vérité. La vérité vous dit de ne pas prendre parti, mais de dire la vérité. Vous posez sur la table la part de la vérité. La raison que j'essaie de pouvoir enseigner, donc la vérité, qui est complètement différente de l'opinion. Parce que ce que vous me demandez éventuellement, ça doit être l'opinion. Hein? Ça doit être l'opinion. Je ne suis pas pour l'opinion, je suis pour la vérité. Elle peut être relative, et là je reviens à votre préoccupation de tout à l'heure, c'est que Leibniz nous dit, et en confirmant la position des Parménides, il y a la vérité et il y a l'opinion. La vérité, c'est l'accès soit à la globalité
de la chose raisonnable, soit une partie de la chose raisonnable. L'exemple que je répète sans cesse, je vais peut-être partir de l'éléphant pour descendre à l'hippopotame, c'est quasiment le même exemple. Si de votre vie, vous n'avez jamais vu un hippopotame, vous vous trouvez derrière cette bête, vous n'avez pas accès à sa tête. Vous dites, tiens, il y a un animal assez particulier ici, il a une queue. Mais votre collègue ou votre ami qui est devant, il dit, non, ben, en tout cas, non, moi je ne vois pas la queue. Je vois deux cornes, une petite et une grande. Il a une part de la vérité, vous avez une part de la vérité. Et ceux qui sont sur les flancs voient aussi quelque chose. Donc c'est l'addition de toutes ces vérités qui forment la grande vérité, qui forme la vérité. L'accès à la vérité par une parcelle. Alors que l'opinion, c'est votre position personnelle. Quand les gens se pavanent sur des chaînes de télévision, sur le plateau de télévision, c'est mon opinion. Ben oui, mais c'est votre opinion. Ça n'engage que vous, ça n'a aucun intérêt par rapport à la vérité. Mais la vérité est différente, c'est ça. Ce qui fait que quand je propose un élément, un aphorisme, une fulgurance, pour avoir les termes les plus appropriés en langage courant, fulgurance, ça veut dire la même chose, c'est aphorisme. Aphorisme, c'est anthropologie, logique et argumentation, qui est une branche importante de la philosophie. Là, elle est la plus importante. Toi, tu as fait le séminaire, tu dois savoir. Et ça veut dire simplement que ma part d'accès à cette vérité que tout le monde est en train de pouvoir vilipender éventuellement est celle-ci. Il se fait qu'il peut se faire que d'autres aussi leur part des vérités. Si on y ajoute, on peut avoir la grande vérité, la vraie vérité, la vérité congolaise. Donc si vous appréhendez mes aphorismes sous cet angle-là, vous accéderez à ma part des vérités. Pas à l'opinion que vous attendez de moi. Il faut donner une opinion. Ce n'est qu'une opinion, c'est une passion. Ce sont les déclinaisons des passions. Et très souvent, ce sont les passions tristes, les passions contemporaines. Passion triste. Spinoza. C'est la haine de l'autre. L'animosité de l'autre. À un moment donné, lorsqu'on vient avec l'expression de pouvoir lui faire mal, on exprime une passion triste. Passion contemporaine. C'est Boniface, Pascal Boniface, c'est un actuel, c'était un contemporain. C'est un chercheur en France, mais qui fait un travail intellectuel très puissant. La passion contemporaine, c'est une sorte de vindicte populaire. Tout le monde n'aime pas celui-là. Moi aussi, je rentre dans la meute, on l'attaque tous ensemble. Ça s'appelle la passion contemporaine. Être dans l'heure du temps pour attaquer quelqu'un parce qu'il est vilipendé par tous, donc on participe à ça. Une haine généralisée, globalisée, communautaire envers une personne ou envers un groupe de personnes. Et qui finit toujours très mal, soit par un génocide, soit par un pogrom. Ce sont des choses à éviter. Donc, et tout ça, les passions contemporaines et passions tristes, sont du domaine des opinions. C'est la suite logique des opinions qui découle sur les passions tristes et contemporaines. Alors que la raison, la vérité, elle est toujours à l'écart parce qu'elle sera toujours celle-là, ad vitam aeternam. Monsieur Guillaume, à quelle question vous aimeriez répondre que je ne vous ai pas posée? Qui suis-je? Qui êtes-vous? C'est à cette question-là, en fait, que je voulais répondre absolument. Je suis le vide à la quête d'être rempli par la raison. C'est une fausse modestie ou quoi? Non, simplement, c'est ça que je suis. Les vides à la quête d'être rempli par la raison ou par la vérité. C'est tout ce que je suis. D'où la position de l'aigle me paraît la plus appropriée en ce qui me concerne, pour voir d'en haut ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est poison, ce qui n'est pas poison. Je suis ces vides-là, sans cesse à la quête d'être rempli par la raison et la vérité. Voilà. Merci, Monsieur Pépin Guillaume Monjolo. Je rappelle aux téléspectateurs que vous avez publié aux éditions Mabiki, Généalogie de l'intellectuel et commodité personnelle. Ça n'est fini pour cette émission. Je crois que prochainement,
on va devoir vous confronter avec Freddy Mulumba. Ce serait intéressant. J'attends un débat public. Public. Il faut dire que vous êtes amis, très amis d'ailleurs. Nous sommes Mais très la vérité l'est davantage. La vérité, il n'y a pas d'amitié dans la vérité. C'est la vérité. Et surtout, c'est l'absolu. Il y aura pour arbitre Kamana qui va piloter ces débats. Ça sera un grand débat. Livre contre livre. Vous dites quoi, pièce contre pièce? Livre contre livre, face à face, page après page. Et il va donner sa position, je donnerai la mienne, après on s'embrassera. D'accord. Merci beaucoup. C'est sur cette note qu'on se quitte. Excellent suite de programme sur la chaîne des références. Au revoir.